énormément de retard, c'était pas codé de la bonne façon, c'était trop de problèmes qui avaient été faits. Parce que le problème, c'est les devs, je trouve que c'est très compliqué à trouver un bon dev maintenant. Chez ChatGPT, c'est un enfer, même sur Upwork maintenant. Même des devs qui sont chers, etc., c'est devenu une horreur. Hein. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, ça fait longtemps que c'est le cas d'ailleurs, qui sont potentiellement intéressés par le fait d'entreprendre des choses et qui ne passent finalement jamais à l'action parce qu'ils ont toujours une bonne « Ah oui, mais ça sera pas parfait, oui, mais j'ai pas... » Un business qui marche, c'est aussi un business qui a des galères. Bienvenue sur Crash Business, le podcast qui met en lumière les galères que les entrepreneurs cachent sous le tapis. Salut, c'est Xavier à Vieux Grisous pour le podcast Crash Business. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir du coup les copains les Wizards avec Franck, Anthony et Arthur qui vont parler de Crash parce qu'ici on parle que de Crash, c'est ça qui est drôle. Merci les gars d'être arrivés et d'être venus plutôt. Merci à toi Merci. pour l'invitation. Avec plaisir, merci. Ce qu'on va faire, c'est que je vous propose de vous présenter rapidement pour ceux qui vous connaissent pas. Allez. Qui commence? Vas-y, Franck. Ok. En bref, moi, ça fait une dizaine d'années que je fais de l'affiliate marketing. Avec Arthur, on a monté une boîte à Malte ensemble, dont on va parler un peu plus dans ce podcast aujourd'hui. J'ai toujours continué sur la partie SEO. J'ai fait un petit peu de media buy à une époque en affiliation. Je n'en fais quasiment plus. Et en ce moment, je m'amuse sur TikTok. Voilà. En très bref, c'est ça, ma vie, mon petit parcours d'entrepreneur. Et évidemment, on a le Wizard Podcast qu'on a lancé il y a quelques mois. On a une 30aine d'épisodes qui sont dispo sur YouTube et sur les plateformes d'écoute, donc Wizards Podcast. Et on parle de make money en général, un petit peu mindset, trucs comme ça. Allez, je vais à moi. Moi, pareil que Franck, sauf que j'ai pas monté la boîte à Malte. Une petite dizaine d'années dans l'édition de site. J'ai fait beaucoup de media buy à une période. Là, je retombe un peu dedans pour éviter les filtres SEO. Et voilà, sinon, je fais jamais, toujours tout seul, jamais embauché. Et voilà, petite vie tranquille de éditeur de site. Et du coup, Arthur, alors, comme Anthony et Franck, éditeur de site depuis 10 ans, depuis 2013 pour être exact. J'ai par la suite, donc après notre expérience entrepreneuriale sur Malte avec Franck et deux autres associés, moi quand je suis rentré, j'ai fait pas mal de création de contenu, notamment dans l'univers du jeu vidéo, ensuite dans l'univers du blockchain gaming, et ensuite actuellement en fait on est à peu près à aujourd'hui où j'ai repris l'édition de site et où je fais aussi beaucoup de création de contenu plus personal branding au travers de ma chaîne YouTube Impactiem et mon site internet Impactiem, et je fais aussi je suis aussi créateur d'infoproduits, donc de formation globalement de produits digitaux, formation vidéo. Ouais, tu as fait un peu de Twitch de souvenir. Ouais, aussi, ouais, tout à fait, cool. Pendant 2 ans. Et attends, je coupe juste, peut-être que ça sera coupé au montage, je ne sais pas, mais là sur Zencastr, là où on est, nos deux voix, Xavier et moi, il n'y a pas la petite barre comme quoi elle est captée et enregistrée. Alors moi je la vois, en tout cas je suis en train de parler, ça craint de faire les grésilles, donc pas de souci. Écoute, tant mieux alors, ça me stressait, je me suis dit mince, si on n'est pas enregistré. Moi je le vois pas, mais ok. Ok. Non, ouais, je te vois bien ta barre bouger, Franck, il y a pas de souci. Parfait alors. Du coup ça fera un premier test pour le monteur. Ouais, c'est ça. Ou pas, c'est lui qui choisit. Cool. Et merci d'être là. Donc là, l'idée, ça va être de parler un peu de vos crashs. Alors c'est plutôt un gros crash côté Franck et Arthur, si j'ai bien compris, et Anthony plutôt des conneries que moi en général. Ouais. On va commencer par le nôtre. Je te laisse expliquer, Franck, ce qu'on souhaite raconter aujourd'hui. Ça marche. Juste pour faire un rapide brief, quand on était à Malte, on a monté une boîte, on était 4 associés. Ensuite, on a recruté pour Scale, en fait, tout simplement. Donc, on a recruté pas mal de monde pour de la rédaction en interne, pour toutes les parties mailing, construction des sites, enfin vraiment tout ce que nous on faisait à la base. Après, on a évidemment dû le déléguer. Et à un moment, étant à Malte, voyant pas mal de monde qui tournait sur toute la partie paris sportif, on s'est dit, allez, on fonce sur le pari sportif, on se lance là-dessus. Et en fait, ça a été un projet sur lequel on a passé trop de temps, je pense, beaucoup d'argent, beaucoup de ressources humaines, parce qu'on a recruté pour ce projet-là.
On a investi pas mal d'argent et en fait le truc a juste jamais décollé. On a enchaîné des merdes en fait, sans doute un manque de connaissances aussi un petit peu sur le sujet. Et ça nous a fait perdre beaucoup d'argent, beaucoup de temps en fait qu'on aurait pu investir dans des trucs qu'on gérait mieux, qu'on connaissait déjà et qu'on aurait pu scale en fait de notre côté. C'était les paris sportifs tout type ou c'était un truc bien niché? Ouais, tout type. Non, tout type. Bon, en fait, on s'est dit, il y en a qui tournent très fort là-dessus. C'était la grande époque des tout ce qui était canal privé, canal VIP, ouais, pour les gens payaient des abonnements pour avoir des soi-disant. Ça, faut savoir que c'est énormément de scams, hein, évidemment, ce genre de truc. Nous, on avait la volonté de faire un truc propre, justement, donc quelque chose de bien, quelque chose qui serait long terme. Et en fait, on a enchaîné des problématiques. Première grosse problématique, on avait un CTO en interne qui gérait tous nos projets normalement. Et cette fois-ci, pour pouvoir avancer un peu plus vite, on s'était dit qu'on allait partir avec une équipe, enfin une agence quoi. On a démarché des agences pour avoir un template. On voulait un truc custom et tout. Et en fait, cette agence, on a fait passer un peu des tests à différentes agences. On s'est arrêté avec une agence. Et c'est avéré que c'était un peu des chèvres, qu'ils ont pris énormément de retard. Je pense, on n'avait pas, on voulait peut-être pas dépenser des sommes colossales parce que. Je te confirme, on était des bons rats. Enfin, par rapport à l'ampleur du projet, même si au final on a quand même claqué de l'oseille. C'était c'était clairement des offshore. Hein, je crois qu'ils étaient qu'on a pris. Enfin, il me semble, non? Je me souviens plus. Francophone, mais je sais plus où. Ouais. Du coup, c'était peut-être Afrique du Nord de souvenirs. Après, ça fait un moment, donc les souvenirs sont vagues, mais étant donné le rendu, enfin, en fait, à l'époque, je me souviens, j'étais un peu à la cause de ce genre de décision parce que moi, j'ai toujours, et c'est toujours le cas aujourd'hui, mais une vision qui est très très basée scaling et toujours dans le fait de déléguer le plus possible en permanence. Ce qui est bon, je pense qu'on se rejoint sans doute pas mal là-dessus, Xavier. Non, mais c'est pas mon genre de délégué, jamais. Mais en gros, là, dans le cas précis, notre CTO, comme disait Franck, je me souviens que on était obligé, si tu veux, de lui dire, tu sais, Rico, il faut absolument que là, pour qu'on accélère, faut qu'on aille vite. Et Franck l'a dit, donc on se lançait sur le pari sportif, mais en fait, on se lançait sur toutes les thématiques rentables du web en parallèle. À l'époque, on était pur éditeur dans une boîte, donc dans des locaux sur Malte pour X années pour tout péter. Donc, il fallait que ça aille vite, il fallait que ça envoie. Et on était obligé tu vois, il y avait un peu moins les problématiques techniques liées au SEO d'aujourd'hui, mais on était quand même obligé de se dire, si on veut justement faire les choses bien, faire les choses vite, il faut qu'on aille sur tu vois, un template de site très spécifique avec tout ce qu'il faut au bon endroit, etc. Donc c'est pour ça que je pense que je suis en partie responsable de ce truc on délègue absolument, parce qu'en réalité j'ai le souvenir qu'à l'époque Romain il voulait donc le fameux CTO, il aurait peut-être préféré, tu vois, le faire. Enfin, je sais pas ce dont tu te souviens. En fait, la suite de l'histoire, c'est qu'il a été obligé de le faire parce que on nous a, en fait, il y a eu énormément de retard. C'était pas codé de la bonne façon. Il y avait trop de problèmes qui avaient été faits. On avait payé un bon acompte. Et en fait, à un moment, il a dit stop. Enfin, on arrête les dégâts et il a repris le truc. Il a remis ça au carré. Mais ça se trouve, s'il était parti d'une base lui-même à l'époque, soit avec un template qu'on aurait trouvé sur Envato ou des trucs comme ça, peut-être qu'il y avait moyen en fait de faire ça tout aussi vite sans avoir perdu les thunes déjà. Tu te souviens des montants? Je crois que l'acompte était de 6000 balles. Ok. Et le projet total? Bon, je sais plus, ça devait être 15 ou 20 000, je crois. Non, on n'avait pas payé la suite. Ah non, on avait payé l'acompte. Après, c'était tellement éclaté qu'on avait dit stop ici, hein, parce que ça sert à rien en fait. Et surtout, ils avaient pris un tel retard. C'était un peu le problème, c'est que nous, on voulait aller vite. Et en plus de ça, les mecs nous annoncent un délai. Ça faisait que de reculer en boucle. Enfin, c'était juste pas possible, quoi.
D'accord. Et quand vous avez ce type de projet, est-ce que du coup, si tu avais un CTO, il n'a pas pris en charge au moins le cahier des charges au démarrage, tout ça, ou vous avez vraiment délégué la totalité et Non, il avait fait un gros cahier des charges. Arthur et notre CTO, ils avaient fait ensemble le cahier des charges. Tout était, honnêtement, le truc était bien prévu. Et surtout qu'on savait que vu que c'était de l'offshore, qu'il fallait tout donner en info. C'était pas un cahier des charges comme tu peux donner... là, ils font leur taf, ils font ce qui est marqué sur le cahier des charges. Anto, il en parlera parce que il a beaucoup délégué du taf à des offshore. Si tu ne donnes pas ultra précisément ce qu'il faut, bah, tu te retrouves avec un truc. Il manque quelque chose qui est pourtant tout à fait logique, quoi. Ouais, qui est évident, mais qui pour eux est évident, mais tu l'as pas demandé parce que pour toi c'était tellement logique. Bah, si tu l'as pas dit, ouais, voilà, c'est ça. Oui, je vois bien. On a quelques rédacteurs offshore. On a tout bordé en développant notre propre outil en interne et en fait, tu es obligé de prendre par la main le process, sinon ça peut vite partir en vrille parce que soit pas formé, soit pas les compétences à l'instant T, et voilà. Donc, mais ouais, dans l'idée générale, ouais, si tu bordes pas un minimum, des fois ça peut être un peu galère, je pense. Bah, les rédacs, c'est assez marrant parce que je rebondis juste sur ce que tu dis. Moi, il y a des rédacs, je leur ai fait 10 commandes. À chaque fois, dans les instructions, je disais mettre un peu de gras, optimiser l'URL. À la 11e commande, j'oublie de le marquer. Je me dis, de toute façon, c'est obvious, c'est toujours la même chose. Bah, je me retrouve avec un truc avec des URL de 20 mots parce que pas optimisé, aucun gras qui est mis. Enfin, tu dis, putain, je sais pas, ça me paraît logique, mais sur le même site et tout. C'est pas comme s'il y avait un changement radical, quoi. c'est juste une suite de commandes infinies et voilà. Mais bon, c'est comme ça. Il y a des personnes où il faut les prendre par la main, comme tu dis. Oui, c'est ça, c'est souvent le problème. Anto, t'as eu la même chose. Alors, c'est pas la même galère forcément, mais... Ouais, moi, c'est juste... c'est vraiment le problème d'être... En fait, c'est un peu comme vous, c'est les problèmes d'être rat, je pense. C'est une pattern du SEO, tu vois. De pas vouloir spécialement dépenser et de vouloir sous-traiter en offshore. Et c'était 2016-2017, j'étais un peu précurseur sur la génération de contenu. J'avais un gros script qui marchait bien sur Zenoposter. Et je voulais le faire dev, parce que grosso modo, j'achetais des noms de domaine et j'arrivais à les rentabiliser sur la semaine, quoi. Et je voulais le faire un truc énorme avec un ami. Et on s'est dit, on va conquérir le monde, quoi. Et on a pris des devs Upwork. Et au final, on s'est retrouvé avec un truc pendant un an. Enfin, un an, pas. Il a pas dev pendant un an, mais pendant un an avec un truc que un développeur Upwork avait développé, qui ne fonctionnait jamais. Et le problème, c'est qu'à chaque fois, en plus, que tu veux refaire prendre le code par un autre développeur Upwork, vu qu'à mon avis, ils doivent copier-coller des codes qu'ils trouvent sur Internet, ils font du bricolage, t'as jamais un truc qui fonctionne réellement, et au résultat, on n'a jamais pu lancer. Donc, c'est plus ça, quoi. C'est vraiment ça, pas sous-estimer le dev, quoi. Prendre si tu devais refaire la même chose, tu ferais comment aujourd'hui, par exemple, Anto ? Je sais pas, parce que le problème, c'est les devs, je trouve que c'est très compliqué à trouver un bon dev maintenant. Ouais, ça c'est sûr. Et encore plus avec l'arrivée de GPT. C'est ce que j'allais dire, avec l'arrivée de ChatGPT, c'est un enfer, même sur Upwork maintenant. Même des devs qui sont chers, etc., c'est devenu une horreur. Hein. Ouais, parce qu'ils mettent un bout de code sur le ChatGPT ou machin, ils ils se disent développeurs. Donc, c'est vraiment une catastrophe. Hein. Donc c'est plus ça. Et après, le deuxième truc que j'ai foiré, il y a pas si longtemps, foiré, je l'ai pas lancé au final, donc je l'ai pas foiré. Mais j'ai fait développer un gros CMS pour une grosse niche sur Internet. Et je me suis rendu compte que tout seul, c'est pas possible de le faire. Et donc, au final, je l'ai pas lancé. D'où l'intérêt, des fois, de déléguer, hein, comme dit Arthur. Ouais. Voilà. Des fois, ça vaut le coup. Moi, tu vois, je viens pas trop du SEO à la base. Donc, du coup, je suis pas trop rat. Ce qui me permet d'accélérer des fois un peu plus vite parce que, je préfère lâcher un billet que de me coller un truc. Ouais, mais je pense que c'est le problème quand t'as été habitué à l'édition de site, de tout faire toi-même, de pas payer spécialement cher des choses. Petit aussi. Ouais, et quand tu veux lâcher des grosses sommes, parfois tu te dis est-ce que c'est vraiment rentable ? Et en fait, je pense qu'il faut briser ces barrières. Enfin, ça fait un peu vendeur de rêve, mais je pense que c'est hyper important de switch, quoi, là-dessus. Ouais, même après, aujourd'hui, j'arrive pas à switch, hein, pour être honnête. Ouais. À l'inverse, tu vois, moi, des fois, j'ai pas la notion. Et des fois, je vais cramer des billets pour pas grand-chose, tu vois. C'est alors. Mais à l'inverse, c'est le même problème. À l'inverse, je l'ai pas dans le Media Buy, par exemple. Ça me dérange pas d'investir dans le Media Buy et de faire des tests. Mais en SEO, je sais pas, j'ai un problème. Parce que les résultats sont palpables dans le Media Buy. Ouais, peut-être. Ouais, tu peux couper plus vite, en fait. Ouais, aussi, ouais.
C'est vrai qu'il y a SEO, si tu claques 10 000 balles en te disant dans 6 mois ça me rapportera des sous, le problème c'est que tu te tapes une grande période de est-ce que j'ai bien fait ou pas. C'est vrai que Mediabuy, t'as ton ROI très rapide. Ouais, si on revient sur votre si on revient sur votre crash, vous les gars, Arthur et Franck, quand vous avez du coup rencontré cette problématique, est-ce que ça a commencé à mettre en péril vos activités annexes ou pas du tout, ou ça vous a juste bouffé du temps et perdu de l'argent pour rien? Non, ça a pas mis en péril parce qu'on avait déjà un très gros réseau de sites qui tournait en parallèle. En fait, c'était pour grossir encore plus, quoi. C'était du pure scale. On avait des bonnes finances. Enfin, niveau financier, on n'avait pas du tout de soucis, donc c'est pas grave. C'est juste que, par exemple, on a recruté des personnes pour ça, et que ces personnes, tu vas pas les licencier direct quand tu vois que ça commence à être problématique, que ça marche pas comme tu veux. Donc du coup, tu les mets sur d'autres projets, mais est-ce que tu avais vraiment besoin d'eux? Donc y en a par exemple qu'on a décalé sur d'autres projets qui ont été très rentables par contre. Donc c'est cool. On avait fait des bons recrutements à peu près, parce que pour en parler brièvement, on a aussi des recrutements où on s'est bien foiré. Mais voilà, il y a eu des très très bons recrutements, des personnes avec qui on est toujours en très bon contact aujourd'hui. Voilà. Et là, ça a été. Mais vraiment, ça a pas mis en péril la boîte, quoi. Non. Et d'ailleurs, c'est un truc, ça, je pense que c'est pareil, c'est très propre au business du web, mais j'ai l'impression, en tout cas dans mon entourage, que les gens fonctionnent, ceux qui sont sur le web aussi fonctionnent un peu de cette manière-là. On va rarement aller risquer les choses from scratch. Souvent, il y a une espèce de construction progressive où il n'y a pas trop de risques, il n'y a pas grand-chose d'investi à part du temps. Et peut-être un tout petit billet pour l'hébergement. Enfin, tu vois, on va dire que l'investissement dépasse rarement les 2-3 000 euros au total sur des petits trucs où on essaie de grappiller, d'avancer comme ça. Et puis, si on arrive à faire un business qui devient bien rentable, là, tu as la team qui va essayer de scaler et de réinjecter une partie du pognon qui est rapporté, et puis tu as l'autre partie qui va continuer, un peu comme Anto qui l'a dit et qui arrive pas vraiment à débloquer ce truc, continuer à monter tout doucement, ou moins doucement d'ailleurs, mais en tout cas en solo ou presque, quoi. Et la seule chose qui va être déléguée, ça va être sur des offshore, sur certaines plateformes. L'embauche, honnêtement, je connais très peu de gens qui, en tout cas en France, embauchent sur la partie éditeur, donc ce qu'on fait un peu au quotidien. Dans éditeur pur et dur, je veux dire, hors agence, hors prestation de service, il y en a, mais peu. Et ouais, on est vite un peu bloqué. Donc on va dire qu'il y a une espèce de mindset initial qui est assez particulier dans le monde de l'édition de site et du SEO et du web, je trouve en tout cas. Je sais pas, peut-être que vous serez pas d'accord avec moi de ce côté-là. Je pense qu'on n'est pas vraiment des vrais entrepreneurs au final. Enfin, je sais pas, je dirais pas un vrai entrepreneur, mais je veux dire, tu vois, ça fait un peu, c'est une passion qui rapporte de l'argent, tu vois. Et c'est devenu un job. On a des bidouilleurs la plupart du temps. Ouais, voilà. C'est un mix d'un peu tout. C'est pas un mec qui fait un business plan, qui a une vraie idée, qui lance un gros truc, tu vois. Enfin, moi, je me vois pas comme un truc. Surtout que pour beaucoup, notre objectif de base, c'était en mode revenu passif. Ouais, on voilà, a la retraite tôt et tout. C'est pas, tu vois, c'est pas les mêmes ambitions que toi, Xavier, par exemple. Toi, quand je parlais de toi, par exemple, à Arthur, il y a pas longtemps, je disais, Xavier, c'est marrant, c'est un vrai entrepreneur. Tu vois, pour moi, dans le monde, dans le monde physique, en fait. Déjà, t'as ça. C'est que t'as des vrais business, tu vois, t'es pas que sur le web. Et t'as commencé par des trucs physiques, mais surtout que tu sais saisir des opportunités. On en parlait la fois où on a fait un apéro ensemble. Tu nous expliquais que, par exemple, toi, tu arrivais facilement à dire oui pour des projets, même si t'avais pas forcément tout de suite l'idée parfaite, la compétence parfaite qu'il fallait, mais que tu savais très vite évoluer et saisir des opportunités. Nous, je pense qu'on est, enfin, je dis nous, je veux dire moi parce que je vais pas parler pour vous, mais moi, je reste beaucoup sur mes acquis, à part de temps en temps où il y a vraiment un truc où je me dis, ok, ça, j'ai trop envie d'en apprendre plus, et là, je vais passer un petit step. Mais demain, tu me dis, est-ce que tu peux devenir une boîte de déménagement, sujet au hasard, bien évidemment. Je sais pas ce que tu parles. Franchement, non, pas du tout, tu vois. Alors que j'ai pas ce réflexe de me dire, si,
Tu vois, je suis pas un entrepreneur en mode j'aime entreprendre, qu'importe le sujet. Ouais, moi c'est pareil. Ouais, parce que vous êtes sur une passion à un moment donné. Ouais, c'est ça. Moi, la passion du déménagement, c'est pas du tout ma passion. Hein. T'imagines bien qu'elle est à l'époque porter des meubles pour lancer la boîte de déménagement de mon pote, par exemple. Bah ouais, non, c'est un peu, c'est pas trop ma passion. Et après, il y a des opportunités qui ont fait que j'ai lancé d'autres business derrière. Mais oui, après, ouais, forcément, parce que moi, j'ai pas commencé par le web, j'ai commencé par le physique. Ma première activité, c'était à 23 ans et c'était un paintball. T'imagines bien que là, plus physique, y a pas. Ouais, c'est sûr. Ça fait un peu mal au cul quand tu prends une bille, mais Mais ça fait une grosse diff. En vrai, je pense que la différence est monstrueuse. Ouais, et il y a la diff aussi, c'est que nous, on a commencé pas dans le but de monter une entreprise. On a commencé un peu en mode sur des forums, à gagner 3 sous pour arrondir nos fins de mois, quoi. C'est ça aussi la diff, je pense. Ouais, je sais pas si ça aurait fait une grande différence de mon côté, tu vois. Moi, je me reconnais pas dans votre discours, par exemple, par contre. Moi, pour le coup, demain, tu me dis, tu fais une boîte là, en ce moment, je suis bourré de frustration parce que là, je suis à mort dans tout ce qui est IA. Et là, par exemple, hier, avec un pote, en littéralement 13 minutes, j'en ai parlé sur Twitter, je sais pas si tu l'as vu passer, Xavier. On a, avec ChatGPT plus Stable Diffusion, imaginé un business. On a vraiment de A à Z ou presque, jusqu'à la stratégie de cold mailing, donc comment acquérir du client, jusqu'à l'application de ce qu'on va proposer concrètement au client, plus des exemples en 13 minutes complètement bluffants de ce qui pourrait être proposé au client. Et je me dis, putain, mais c'est une dinguerie, ça, un truc comme ça, ça peut vraiment, je le sais, tu vois, avec mon expérience et mon recul, c'est quelque chose qui pourrait marcher. Mais ça demande des capacités vraiment entrepreneuriales, que j'ai pas forcément pour le moment. Alors, je me dis pas c'est impossible, mais je me dis de toute façon, il y a tellement d'opportunités avec l'IA. Et la réalité, bon, l'objectif, c'est pas de partir sur un truc sans doute trop politique, mais moi, j'ai l'impression que c'est mon pays qui me freine, en fait. J'ai l'impression vraiment que c'est la France qui fait que je bouge pas mon cul aujourd'hui pour essayer d'avancer concrètement sur cette partie embaucher, scaler, monter une entreprise. Moi, c'est vraiment ça aujourd'hui qui me retient. Et c'est là où à Malte, pour le coup, j'étais, et c'est plus qu'une histoire de raison fiscale, hein, mais j'étais vraiment, il y avait pas toutes ces barrières-là. C'était, les choses sont plus simples. Tu vas voir ton comptable et il dit it's okay, let's go et tout. Enfin, les choses sont simples et t'as pas à remplir des trucs administratifs toutes les 3 heures parce que tel ou tel truc. Enfin, moi, Bah, oui et non, parce que moi, tu me donnes ton idée, je trouve des fonds, j'y vais, tu vois. Ouais. Mais après, je dis pas que c'est quelque chose de généralisé. Je sais que moi, c'est un truc vraiment, c'est un problème que j'ai, quoi. En fait, vous arrivez à casser votre mindset de je suis éditeur, je sais faire ça et je veux pas sortir de ma zone de confort. Moi, ma zone de confort, je l'explose. Je la dérouille tout le temps. Ouais. Ah ouais. Alors des fois, je me prends des murs. Hein. Faut pas. C'est pour ça que j'ai lancé un podcast sur le crash parce que des murs, j'en ai pris plein. Hein. En 2020, on avait lancé une application pour mon activité. Ma startup qui s'appelle MyJugad. Si vous tapez app.my-jugad, my-jugad.eu, elle existe toujours, elle a coûté 50 000 euros. Elle a jamais été utilisée, tu vois. On a fait des conneries comme ça et c'était 50 000 balles, tu vois. Et tu te dis, bon, j'ai de la chance, 50 000 balles, il y avait à peu près 60% de subvention. Ça m'aide. Tu prends. Dans le même genre de conneries, tu vois, l'an dernier, j'ai perdu 130 000 balles, et Franck, sans doute aussi pas mal, parce que avec Franck, on a décidé de monter une guilde dans le blockchain gaming. Voilà. Et en fait, la réalité, c'est que, on a pris un peu des décisions de merde, sans doute, d'autres où on verra bien ce que nous dira l'avenir de ce côté-là, mais il y a au moins une partie de tout ça. On a travaillé avec des investisseurs qui nous confiaient des fonds et pour lesquels on investissait stratégiquement. Et la réalité, c'est qu'on était sur un marché auquel on croit dur comme fer, mais qui est loin d'être assez mature, tu vois, pour être exploité. Et c'est littéralement, pour le coup, en un an, on s'est fait laver le cul, point barre, tu vois, il y avait pas de... Non, c'était rapide. Donc, nous aussi, tu vois, notre zone de confort, on est capable d'en sortir et tout, et d'aller, et c'est ça qui est kiffant d'ailleurs, hein, de pouvoir explorer plein de trucs et tout, mais ouais, c'est parfois, enfin voilà, c'est parfois compliqué, en tout cas me concernant pour après la complexité du truc. L'année 2022, vous avez pas de bol entre la guerre en Ukraine, le machin, le truc, ça aide pas, tu vois, pour la conjoncture au général, je pense que ça doit pas marcher. Ça a pas dû aider non plus pour tout ce qui est crypto ou autre, hein. De toute façon, on l'a bien vu avec l'inflation, tous ces trucs-là, mais oui, je pense que je sais pas si le pays en lui-même est un frein,
parce que regarde, on peut faire du offshore, on peut trouver des freelances, on peut quand même lancer pas mal de choses. Même si en taux, t'es tout seul, en soi, quand tu lances un business, tu peux vite te faire, tu peux, je pense, t'adosser rapidement avec du offshore, des devs, des machins. Après, comme on dit, essayer de trouver le bon, parce que oui, on peut se prendre des gamelles sur ça, c'est ça le problème. Moi, c'est un peu comme Arthur aussi. C'est un mélange de Arthur et de Franck, moi. Les papiers, tout ça, ça me perturbe de ouf. C'est la preuve que j'ai jamais monté de société. J'ai toujours été en portage salarial parce que rien que quand je remplis un papier, ça me rend ouf, quoi. T'es allergique, quoi. Ouais. Après, regarde, des web portages, c'est un bel exemple de crash, tu vois. Ah ouais, ouais. D'ailleurs, voilà, ça c'est un beau crash, ouais. Ça t'a pris de l'argent un petit peu ou ça va? Ouais, pas mal, ouais. J'espère que je vais les revoir parce que sinon je vois un peu flou quand même. Ouais. Moi, le côté web portage, je connaissais pas trop. J'ai vu l'histoire. Ça aussi, c'est une belle histoire de crash. Mais moi, j'avoue que si je monte quelque chose, je le monte direct en SaaS. C'est SAS ou SAS. Ça a des côtés vachement pratiques. Mais en fait, moi, pour être très franc, pourquoi je fonctionne beaucoup avec le portage, c'est parce que j'ai énormément de régies publicitaires qui sont dans des pays chelous et j'ai pas envie de m'emmerder avec ça, en fait. Quand tu reçois des virements de Saint-Vincent-les-Grenadines, des trucs bizarres, c'est forcément. Ouais. Quand ça vient de UK ou de France, ça va encore, mais... Voilà, mais après tous ces trucs un peu retartouf, voilà. Surtout toutes les régies sur lesquelles t'es, il y en a aucun qui est en UK ou France. Ils sont tous, sans exception, Russie, dans Dubaï, les pays qui sont dans Chypre, ils sont sur les listes noires. Voilà, c'est pour ça. Mais forcément, ça aide pas. Ah, du coup, si t'as un crash là-dessus, s'il te plante, t'es baisé. Ouais, c'est déjà arrivé, c'est bien la merde. Non, les régies qui les régies. Par contre, ça m'est déjà arrivé. Ouais. Mais ça fait partie du jeu, ça. Par contre, je le sais, tu vois. Ça me dérange. Ouais, t'en es conscient. Ouais, j'en suis conscient. Je sais qu'il y a un risque. À chaque fois qu'il se fait rouler comme ça, il dit c'est pas grave, c'est Internet. C'est comme ça finance Internet, je dis. Ça finance Internet. Une solution. Ouais, okay. Ça fait partie du jeu. Est-ce que vous avez d'autres trucs à dire sur votre crash, vous les gars, sur ce qui s'était passé? Comment vous auriez pu refaire là si c'était à refaire? Vous l'aurez laissé tomber direct ou vous dites non là c'est bon, j'ai compris? Je pense en vrai passer peut-être plus de temps avec l'agence pour essayer de voir déjà ce qu'ils avaient fait, regarder le code de ce que j'avais déjà fait, parce qu'en fait c'est des trucs où Rico, quand il a reçu le projet vite fait, enfin développé entre gros guillemets, il a halluciné quoi. Il a dit franchement c'est éclaté quoi. Et je pense que s'il avait vu un projet similaire développé par cette même agence au préalable, tu vois, avec des exemples concrets et tout. Mais il nous avait envoyé des exemples, mais à mon avis c'était fake. Ok. C'était sans doute pas eux qui les avaient fait, ou je sais pas. Ouais. Mais ou alors passer par payer plus et passer par exemple, à l'époque je sais même pas s'il y avait Malte ou les trucs comme ça. Bon, il devait déjà y avoir Upwork, mais peut-être passer par un développeur qui est super malteur. Bon, le mec c'est qu'il a pondu tellement de projets, c'est que c'est bon, il est solide. En fait, peut-être pas passer par quelqu'un qui est un peu plus bas prix, qui a peut-être moins de notes. Ou alors tout simplement essayer de trouver une très bonne agence de dev dans notre réseau. Ou une qu'on avait. Ça c'est l'idéal, je pense, quand j'allais dire, vous passez pas par recours en général? Moi j'aime bien passer par recours. Pour ça c'est difficile. En fait, c'est plus pour te faire voler les idées, pour être très franc. Ouais, c'est vrai. Non mais c'est vrai, hein. Mais parce qu'on a déjà tous eu des mauvaises expériences avec ça en plus. Ouais, j'avoue que moi, j'ai pas eu ce monde-là. Ouais, je vois ce que tu veux dire par rapport au métier, à l'affiliation ou à tout ça. Donc, t'as des mecs qui ont déjà dev des trucs et au final, qui à la fin disent non, en fait, je le livre pas, je le garde pour moi. Pour te dire, quand on est rentré en France ou qu'on a fait d'autres activités en fonction des différents associés, on était 4 associés sur la boîte de Malte. Le milieu dans lequel on gravitait est tellement particulier, l'édition de site, tu vois, sur des niches très spécifiques, très peu, parfois relativement peu concurrentielles, mais qui brassent. Donc, tu vois, il y a des côtés un peu vraiment top secret où il faut surtout pas qu'on parle de nos trucs. Quand on est parti de Malte, on avait toujours des sites qui généraient des milliers d'euros tous les mois de manière presque passive, parce que la réalité, c'est que le revenu passif dans l'édition, ça n'existe pas vraiment. Il faut quand même revenir actualiser son contenu, rajouter des trucs et tout. Et en fait, on a pris la décision en toute connaissance de cause de laisser les sites crever plutôt que de les revendre, tu vois.
On en était D'accord. là pour éviter de donner les niches à nos potentiels concurrents, parce qu'en fait, surtout à l'époque, monter et se positionner sur une niche concurrentielle ou pas, justement, tu t'arrivais, tu donnais ta niche, tu fais, regarde, je vends ce site-là, il fait tant par mois, donc du coup, j'attends X mois de CA. Et le mec, il dit, c'est un peu trop cher pour moi, désolé, ciao. Et en fait, le lendemain, il a relancé le site 20 fois, tu vois. Et ça, c'est très propre à notre business, c'est très particulier, donc c'est, ouais. Ouais, mais ça l'est encore maintenant, tu vois. Je pense que des grosses plateformes comme Bilo, comme Dotmarket, qui présentent des business et qui mettent en avant des business qui marchent, je pense qu'il y en a, ouais, ils vont jeter un œil, prendre les infos et malheureusement copier. Alors que dans la réflexion, moi, je trouve que c'est une erreur parce que tu perds du temps. Oui, tu vas perdre de l'argent à l'acquisition et à l'investissement. Mais si t'es pas mauvais et que tu sais comment bien le développer, au final, tu vas pouvoir l'accélérer. Moi, je trouve que je préfère acheter un truc qui commence déjà à tourner et l'accélérer que de me dire, putain, je dois repartir de zéro et me faire chier. Tu vois. Ah bah de toute façon, toi, c'est le bon exemple. Il y a des niches où avec très peu d'argent, tu peux copier et brasser, quoi. C'est surtout ça. Ça, il faut les connaître, tu vois. Tu me dis dans l'oreille, justement, il faut pas les donner, c'est ça le truc. C'est ça le problème. Ouais. Oui, c'est toute la difficulté. Ça, c'est un monde que je trouve drôle parce que le monde de l'affiliation vraiment pur, parce que là on dérive, mais ça c'est pas grave. Mais le monde de l'affiliation, de ce que je connais ou de ce que j'ai vu, quand tu dis les super niches qui sont ultra, j'ai du mal à me dire, il existe des niches très petites et qui sont ultra rentables, tu vois. Moi j'ai des niches, je peux le dire, j'ai des niches où je rank, il y a 0 lien, il y a rien du tout, et c'est des niches qui font 3-4 000 euros au mois, quoi. C'est ça qui est passif. Moi, je connais des mecs qui vivent de l'édition de site à faire plus de 20 cas par mois depuis plus de 8 ans. Ils sont au milieu d'un écosystème de mecs qui éditent. Les types, c'est des sous-marins, ils ont jamais dit à personne sur quoi ils étaient. Ouais. Et ils brassent de ouf, personne sont au courant, mais ils se goinfrent sur des trucs, il y a personne. C'est fou. Je connais un, oui, 50 000 mois, il est tout seul sur sa niche, et il est copiable très facilement, et il brasse depuis 10-15 ans 50 000 mois. C'est fou. Moi, ça m'impressionne. Tu me donnes ça, mais je fais 1 million tous les ans. Enfin, 1 million tous les mois. Parce que je scale à mort sur tous ces trucs. Ouais. C'est pour ça qu'ils disent rien. Oui, tu m'étonnes. Non, j'ai eu trop de taf, j'ai pas le temps de faire tout ça. C'est impossible. À un moment donné, t'es obligé de t'auto-gérer et de te cadrer. Déjà, je fais suffisamment de conneries pour faire ça. On a fait un petit tour déjà global de vos différents crashs ou expériences. Est-ce que vous avez des retours d'expérience à nous faire, des tips à donner dans le business en ligne en général, tu vois, pas forcément. Bon, après, vous connaissez forcément votre business qui est l'affiliation et l'édition, mais en soi, ou même des idées, ou même tout simplement des crashs que vous auriez pu avoir d'un pote, machin, en disant, bah tiens, là, on s'est un peu planté. Vous parliez de RH tout à l'heure. Des fois, ça, on peut se planter. Moi, le premier. Si tu veux, si on a le temps, on a un dernier crash à la limite dont on peut te parler. Du coup, c'est sur le plan RH. Alors, on en a déjà parlé une fois, je crois, dans un des podcasts des Wizards. Mais nous, à l'époque, on a pas mal embauché. Tu vois, en tout, on a dû embaucher sur 3 ans une quinzaine de personnes au cumulé, je pense. Et sur ces personnes-là, il n'y a pas eu que des succès, et dont il y a un mec qu'on a embauché, formé, et on s'est rendu compte que en fait le type, pendant une petite période, heureusement, il était en interne dans nos locaux, en train de bosser sur ses propres projets clonés de nos projets à nous, en faisant ses commandes de contenu, ses machins. Enfin, le mec, il est comme s'il était dans un espèce de truc de télétravail, quoi, tu vois. Surtout, il avait dupliqué un de nos gros bis qu'on lançait. Et le mec avait fait un site qui était un copier-coller. Il avait un associé à l'extérieur, associé qu'on avait un peu chopé pour lui en parler, dire mais moi j'étais pas au courant que c'était un de vos projets et tout. Il me disait qu'il bossait le soir quand il rentrait. Le mec qui était chez nous, payé pour bosser, on va dire 95% du temps, je pense, sur ses projets à lui. En fait, c'était pur espionnage industriel. Le mec, à mon avis, s'est fait recruter pour ça. Et en fait, là où on s'est vraiment fait rouler, c'est que on avait besoin d'un dev rapidement et qu'on a rushé le recrutement. Et en fait, à la fin, quand on a vu les plusieurs personnes, on s'est dit, il y en a aucun qui fait vraiment l'affaire, genre qui sera parfait,
mais lui c'est le moins pire, donc on va faire avec lui. Et surtout qu'il nous avait été pour le coup recommandé par un type en qui à l'époque on avait plutôt confiance. Ça a été une bonne erreur parce qu'en fait plein d'autres gens qui connaissaient ce type disaient mais fallait absolument pas le recruter. En gros, on savait tous que c'était un connard. T'as un peu envie de dire bah ouais mais fallait nous le dire avant dans ce cas-là. Pas c'est facile de le dire quand tout le pataquès est passé. Et donc ouais le mec faisait ça et tout. Bon, on l'a évidemment viré dès qu'on s'en est rendu compte parce que et d'ailleurs par rapport à ça, juste le fait que là on parlait tout à l'heure de la facilité en tout cas d'être sur Malte en l'occurrence. Typiquement aujourd'hui t'as un truc comme ça, déjà faut que tu arrives à faire comprendre, j'imagine, pour justifier pourquoi tu vires la personne, comment t'as été au courant que le mec était en train de te pomper. Et puis en plus de ça, c'est pas aussi simple quoi. Enfin, j'imagine. En réalité, je sais pas, sur la partie RH en France, on est d'accord, c'est une vraie galère. Bon. Là, le mec, on s'est rendu compte du truc le mardi à 16h30. Le lendemain à 8h30, il sautait. Hein. C'est rendre rendez-vous. Il a même pas eu le temps de monter dans son bureau. Hein. C'était comme dans les films. Il est reparti avec son petit carton. Ouais, c'est ça. Hein. Donc c'était ça pour le coup. Enfin, c'est quand même. Pour moi, ça me paraît juste normal, mais c'est pas le cas partout malheureusement. Et ça c'était un crash quoi. Pour le coup. Enfin, après, on est obligé forcément de faire ce type d'erreur, j'imagine. Mais ouais, c'était. Ça te forge, de toute façon, malheureusement, ça te forge. Au moins, Anto, il évite tous ces problèmes-là. Il dit, non, je vais pas faire, ça m'intéresse pas, c'est chiant. Moi, ça m'a longtemps, j'ai voulu embaucher et tout, mais dans les niches que je suis, en fait, j'embauche pas pour éviter ça, hein, réellement. Ouais. C'est pour éviter de se faire piquer l'idée. Ou alors. Ouais, parce qu'en fait, c'est trop facilement copiable. Tu peux pas embaucher des gens externes, tu vois, qui font des monotâches. C'est-à-dire qu'en gros, tu leur donnes pas le taf. Et ils sont, tu vois, je te donne un exemple. J'aurais pas assez de taf pour combler des mecs à plein temps, en fait. Ouais. C'est ça le problème. Mais je suis d'accord avec toi, pour moi, c'est la bonne façon de faire. Hein. C'est vraiment d'avoir quelqu'un qui est juste sur une tâche, une petite fraction de ton process et d'avoir plein de gens qui sont tous indépendants les uns des autres et qui sont tous remplaçables très vite. Enfin, et qui au final en cloisonnant en fait. Ouais. Si tu arrives à cloisonner, nous on a lancé le projet. J'ai récupéré un outil qui s'appelait Web Editor, qui maintenant s'appelle Desk. Et typiquement en fait, on a cloisonné, on a rajouté un poste de manager avec des postes de rédacteur. Et en fait, tu as accès à ce que te donne le manager ou le client. Et il peut pas accéder au site en fait. Il a accès uniquement à ce qu'on lui donne. Donc si demain tu veux lui dire tu lui donnes 30 sites, mais il a uniquement en fait l'URL et le contenu qu'il va rédiger ou modifier ou ce genre de choses, mais il pourra pas aller dans le site, il pourra pas creuser machin. Après il a quand même accès à l'URL. Ça c'est la seule contrainte si vraiment tu devais cacher. Après comme tu dis sur certaines niches, je peux comprendre. Là sur de l'affiliation pure, ouais. Tu peux te dire, bon, je vais éviter. Ouais. Et sinon, je réfléchis à des tips qu'on a et tout. Je sais pas si vous avez des trucs que vous voulez dire, les gars. Déjà, le premier truc, c'est ça me fait penser, parce que j'en parlais hier dans un podcast, c'est je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, ça fait longtemps que c'est le cas d'ailleurs, qui sont potentiellement intéressés par le fait d'entreprendre des choses et qui passent un temps considérable à se former, écouter des podcasts, acheter des formations potentiellement, et qui ne passent finalement jamais à l'action parce qu'ils ont toujours une bonne « Ah oui, mais ça sera pas parfait, oui, mais j'ai pas... » Et en fait, je pense que le plus important quand on veut faire un truc, peu importe quoi d'ailleurs dans le business, c'est de pas passer une plombe à se former et de très vite avoir ce passage à l'action et puis de corriger et d'améliorer au fil de l'eau en fait. On peut pas, c'est sûr qu'on pourra pas être parfait dès le début, c'est sûr qu'on va faire des conneries, mais justement ces conneries là, c'est ce qui nous permet derrière d'avancer et d'améliorer toute l'exécution de son business. Donc voilà, moi ça serait déjà le premier conseil que je donnerais. Ça serait ça. L'action, ouais, c'est la base. À un moment donné, si tu vas pas, il se passe jamais rien. Ouais, mais c'est vrai que là, on est très entre Twitter, YouTube et tout. Il y a tout le temps ce syndrome de l'objet brillant, en fait. Et on est tous pareils. Tu vois toujours un mec qui fait un nouveau biz
Ce matin, par exemple, j'étais au téléphone avec des mecs qui ont un biz, j'en avais jamais entendu parler, je ne savais pas que ça pouvait exister, et qui est lié aux jeux vidéo. Il me dit, ouais, c'est un truc qui est sorti il y a quelques mois, et là, celui qui gagne le plus prend, le mois dernier, il a pris 1 million. C'est ce que tu m'as envoyé sur Discord ? Ouais, bah ouais, c'est eux. Ah oui, bah je connaissais pas non plus. Bon, voilà, tu vois, et c'est un business très spécifique, très niché, un tout petit truc dans un très gros univers qu'est le jeu vidéo. Et en fait, il y a des mecs qui ont un concept qui leur permet de prendre, avec un peu de chance, un peu de marketing et un peu de connaissances quand même, hein, mais qui sortent du 1 million par mois sur un truc qui a dû leur prendre 2 semaines de temps de travail, je pense. Et qui est un truc que t'as plus besoin d'éditer après. C'est quand c'est lancé, c'est lancé. C'est un bon ROI, ça. C'est un bon ROI, ouais. Ça, c'est du passif. Après, ça peut retomber. Après, c'est une tendance, ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est ça, c'est une histoire de tendance. Mais ils peuvent se gaver. Ouais. Mais la tendance dure 2-3 mois. Bon, bah, il prend 3 millions, c'est pas dégueu, quoi. Oui, vaut mieux faire 3 mois à 3 millions que 30 ans à 1000 euros, tu vois. C'est ça. Après, t'as le temps de voir pour relancer une nouvelle connerie. Pour relancer autre chose, ouais. C'est sûr. Ouais. C'est toujours mais il faut réussir à la trouver, c'est toujours pareil. Mais des trucs comme ça, le problème, c'est que t'en vois tous les jours. Donc, d'un côté, je comprends que, évidemment, faut se lancer. Évidemment, moi, je reçois des messages parfois sur Discord ou autre qui me disent, bah voilà, moi, j'arrive pas à me motiver à travailler. J'apprends depuis toujours. Je regarde des chaînes YouTube et tout. Il y a un moment, en fait, YouTube, tu le coupes, tu t'achètes un nom de domaine, tu commences à faire un truc. Ou alors, tu te dis, je me lance sur TikTok. Tu t'essayes pas de regarder 800 vidéos pour comprendre. Tu te lances sur TikTok, point. Tu crées une première vidéo et puis après ça viendra le process de comment améliorer ça. Mais d'un autre côté, bah je comprends aussi que psychologiquement ça doit être dur de tout le temps voir des mecs qui font des trucs différents. Un jour c'est le dropshipping, un jour c'est la crypto, un jour c'est du trading, un jour c'est un autre truc. Et tu te dis lequel je choisis, tout a l'air bien, puis à chaque fois les montants sont de plus en plus gros. Je pense que le vrai secret au début en tout cas c'est de se mettre sur un seul truc et de le poncer jusqu'au bout. Et d'ailleurs, ceux qui réussissent la plupart du temps restent sur un même sujet pendant très longtemps et percent, quoi. Dans le monde de l'infoprenariat, on le voit. Il y en a qui sont tout le temps en train de vendre une formation pour un nouveau truc, ainsi de suite. Il y en a, ça fait 5 ans qu'ils vendent que des formations de dropshipping. Et bon, c'est tellement des entités énormes maintenant sur le dropshipping que ça fonctionne. En fait, ils ont niché sur un truc. Donc, ouais, c'est complexe. Je pense ouais, faut réussir à se motiver à faire quelque chose, quoi. Et bien le choisir. Et il y a un truc aussi qui est important pour moi dans la même gamme, c'est d'essayer quand on entreprend, d'éviter de faire trop la girouette et d'être trop sensible au syndrome de l'objet brillant. Et moi, c'est un de mes problèmes, c'est-à-dire que je pense, en tout cas au début, quand on n'est pas en capacité de déléguer, de scaler son business comme tu le fais peut-être aujourd'hui, Xavier, le plus important, c'est de se décider à focus quelque chose, d'essayer, de ne pas trop essayer non plus, c'est-à-dire à se donner une espèce de deadline. Et je pense que après, ça dépend des business, mais si on voit qu'il y a vraiment aucun résultat ou qu'il y a aucune ça prend absolument pas, il y a aucune traction. Je pense qu'il faut être capable de couper et de pas à la fois, tu vois, c'est en mode ouais, mais moi je tryhard, et de partir dans son idée de merde pendant éternellement, quoi, et de perdre un temps astronomique, mais aussi de ne pas avoir le syndrome de l'objet brillant. Et en gros, quand on décide d'avancer dans une direction, de dire oh là, ça, il y a une opportunité là quand même, et au final on part là-bas, quoi. Alors que à la base on avait décidé de partir là, et que voilà, moi je pense que c'est un des gros dangers, encore plus quand on bosse sur le web, parce que les choses sont plus accessible, plus facile. Je te parlais pas tout à l'heure du business qui est à mon sens facilement actionnable, et puis en avoir plein d'autres, tu vois. Sur là, l'IA, ça ouvre vraiment des possibilités de dingue en termes de business, surtout dans la prestation de services. Et ça peut être un coup, je fais de la presta ici, en fait non, là-bas, puis tac, et puis en fait tu sais plus trop où t'en fais, et ton offre elle est pas définie, et c'est le bordel, quoi. Donc je pense que c'est ça les risques. Ouais, mais à l'avantage, c'est une force aussi, tu vois, parce que moi je suis le mec qui saute d'opportunité en opportunité, quitte à même parfois arrêter des business qui tournent parce que je vais sur un autre truc, mais ça m'a toujours réussi, tu vois. Donc c'est bizarre. Enfin,
Voilà. Ouais, mais moi je suis d'accord avec les deux. Là, tu vois, c'est mon côté bipolaire, opportuniste. Dès qu'il y a un truc, si je peux, tu vois, et qui m'intéresse, tu vois, je vais y aller. Parce que on va me dire, est-ce que tu sais faire ça? Je vais dire oui. Et après, je vais me dire, bon, bah, on va voir comment on fait, tu vois. Ça, c'est un peu ma Un grosse vrai entrepreneur. problématique, tu vois. Et de l'autre côté, c'est là où je suis d'accord avec Arthur, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut savoir couper. C'est comme en trading. À un moment donné, il faut accepter ta perte, et cette perte-là, bah, elle doit être pas calculée en montant, mais en pourcentage, en fait. C'est-à-dire que si tu arrêtes de réfléchir avec un montant, mais plutôt avec un pourcentage, en te disant combien je suis prêt à perdre, je sais pas, j'ai 100 000 euros sur mon compte, je suis prêt à perdre 5% sur un business, et ben j'arrive à ce budget-là si derrière, au bout de X temps, mon montant m'a pas rapporté au minimum ma somme, bah tu coupes. C'est-à-dire à un moment donné, c'est le problème. Tu vois, là, j'ai racheté Tontex, qui est devenu Savage Note. À l'heure actuelle, on est sur une rentabilité qui est quasiment à l'équilibre en 6 mois, mais au mois de juin, on est un peu sur une grosse baisse au niveau de la rédaction parce que l'IA explose et que en ce moment, bah, tout le monde est un peu focus sur l'IA et j'attends la prochaine update pour faire une grosse promo. mais grosso modo, tu vois, là, si ça commence à être trop à un moment donné, bah, je couperai, tu vois. Tant pis, j'accepterai d'avoir perdu ou en tout cas d'être à l'équilibre. Et voilà, moi, ça me va très bien qu'ils continuent à faire de l'IA, je continue à faire de la rédaction pour moi et pour mes activités de site. Alors, on fait quasiment pas d'édition, hein. Nous, c'est des vrais sites qui sont mainstream, c'est pas difficile, hein. Tu tapes le nom de mes sociétés, t'arrives à les trouver, les sites, donc c'est relativement simple, moi. Mais c'est des gros sites, et du coup, on n'est pas dans chez Anto qui s'appelle Jean-Pierre Coff, sur, j'en sais rien. Mais grosso modo, tu vois, c'est cette idée-là. Donc j'utilise l'humain pour ça, mais à un moment donné, pour moi, il faut être capable de se dire, ok, on stoppe, et tant pis, j'ai accepté de perdre mon argent et basta. Et je passe à autre chose. Après, je pense que les switches, tu peux les faire. Enfin, quand tu fais les syndromes de l'homme brillant, de sauter d'opportunité en opportunité, c'est quand t'as de l'expérience. Quand tu débutes, par contre, faut focus un truc. C'est surtout ça. Oui, ça marche à l'heure actuelle quand nous, on a déjà des activités qui tournent, qu'on a déjà des revenus qui tombent. Et puis que tu sais que cette opportunité-là, elle est scalable, elle marche, quoi. Ouais, c'est ça. Ou tu prends le risque de dire, elle va peut-être marcher ou pas, tu vois. Ouais, voilà. Mais parce que t'as les reins qui te permettent de le faire. Ouais, voilà. Demain, aujourd'hui, je peux lancer un podcast parce que je peux me permettre de pouvoir déléguer du temps et parce que à côté de ça, on a de l'activité qui tourne. Je redémarre à 1000 balles, je suis pas sûr que ça vaut le coup de lancer un podcast à l'instant T. C'est clair. Par contre, je suis assez d'accord avec ça. C'est vrai que vous avez raison sur le fait que quand on a avancé, d'ailleurs ça c'est peut-être un point pour ceux qui nous écoutent et qui sont déjà un peu avancés, c'est quand même de se tenir au courant des trends. C'est ce que j'allais dire, se remettre en question aussi. Se remettre en question, ouais, voilà, exactement. J'ai aidé quelqu'un sur Skype pour faire de la génération de sites, et en fait il est resté bloqué il y a 10 ans, quoi. Et il a redev une solution, et il a redev exactement ce qu'il a fait il y a 10 ans, pas en mieux, mais et je lui ai dit ça marchera jamais. Il a voulu lancer, il a lancé, ça marche pas. Donc, savoir se remettre en question sur les méthodes aussi. Oui, ça aussi, ouais. Ça, c'est le plus dur, je trouve, des fois. Quand t'as un truc, bon, allez, ça tourne et basta. Mais c'est comme ça. Et je crois qu'on a fait le tour, hein. On pourrait encore raconter plein de conneries, mais je pense qu'on est pas mal au niveau timing, on respecte à peu près les délais, donc c'est cool. Merci en tout cas les gars de m'avoir reçu, j'allais dire encore, putain c'est ma grande spécialité ça, de m'auto-recevoir. Du coup je vous laisse dire le mot de la fin, tranquillement. Si vous avez un petit mot à dire à la fin pour savoir qui a écouté jusqu'au bout, si vous en avez une idée, je sais pas, Anto, Arthur, Franck, au choix. Arthur, il est fort pour les outros. Ouais. Ok, écoute, je vais faire l'outro. Donc, merci à toi déjà, Xavier, de nous avoir invités. C'est vraiment cool. En vrai, c'est quand même grâce à toi qu'on est là aussi. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Mot de la fin, bonne chance à tous. Vous ne prenez pas peur si vous avez des échecs. Je pense que c'est un peu le but aussi de ton podcast, c'est de montrer aux gens que les échecs font clairement partie du process. Il n'y a aucun entrepreneur qui a réussi ou qui en est là où il en est sans avoir mangé une quantité de mûres astronomiques. Ça, faut quand même le savoir.
Et puis le petit mot de la fin à mettre en commentaire pour vérifier que vous êtes bien allé jusqu'au bout, on va dire Hermione. On est sur le thème des mages, des sorciers avec les wizards. Donc Hermione, c'est un peu la... Voilà, Hermione, c'est tout. C'est la conclusion du moment. Voilà. Merci les gars, je vous dis à très vite et on se rejoint sur un prochain podcast. Salut Xavier, ciao. Merci encore de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser un petit like, ça nous donne de la force. Et je vous dis à la semaine prochaine.